Voilà. Donc pour vous faire un peu une petite introduction, ce webinaire, donc les objectifs de webinaire, c'est vraiment de donner à voir les aides locales, donc les accompagnements notamment financiers des principaux acteurs locaux et nationaux, donc puisqu'on a l'ADEME aussi avec nous aujourd'hui. Et c'est un webinaire qui s'adresse donc aux entreprises qui veulent développer des solutions d'adaptation et aux entreprises aussi du secteur de l'adaptation, notamment à travers la dernière intervention de la région qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous outiller, vous donner des liens utiles, les marches à suivre et vous donner en fait avoir un panel d'aides qui existe pour pouvoir développer l'adaptation et accélérer l'adaptation de vos entreprises et de vous permettre aussi d'échanger directement avec les intervenants. Donc, il y a un petit onglet questions et réponses sur lequel on vous invite à poser toutes vos questions. Et puis, moi, je les reposerai ensuite aux intervenants. Vous pouvez pas afficher votre caméra aujourd'hui. C'est vraiment de l'échange à l'écrit. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir être interactif et vous avez des interlocuteurs directs auxquels vous pouvez vous adresser. C'est exceptionnel. Donc voilà, profitez-en. Et ensuite, je voulais vous redire que ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires en fait que l'Agence parisienne du climat a organisé. Donc c'est la troisième session. On a déjà eu deux webinaires précédents que vous pourrez peut-être regarder en replay ou regarder les articles un peu récapitulatifs parce qu'ils listent aussi une quantité d'aides assez importante, mais qui s'adressait plutôt aux collectivités. Donc, on avait un webinaire spécial sur les aides locales pour s'adapter avec les solutions, un focus sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, avec des interventions de l'Agence de l'eau à nouveau, de la région Île-de-France, de la métropole du Grand Paris. Et on a aussi eu un autre webinaire sur les aides locales, plutôt là sur les solutions grises, mais aussi aux collectivités et avec toujours les interventions de la métropole du Grand Paris, de la région Île-de-France et de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de l'ADEME avec le fonds froid et chaleur renouvelable. Donc, on a aussi un onglet sur adaptaville.fr qui s'appelle Aide financière locale, sur lequel vous pouvez retrouver près de 19 fiches aide financière locale. Et à chaque fois, on indique qui peut solliciter ces aides et la marche à suivre pour les solliciter et un peu leur fonctionnement. Et on renvoie à chaque fois vers les sites officiels. Voilà pour le contexte du webinaire. Pour vous donner un petit peu le déroulé, donc je vais vous faire une petite présentation d'Adaptaville et enfin du coup du dispositif qu'on porte à l'Agence parisienne du climat, dans lequel s'inscrit ce webinaire. Ensuite, on va donner la parole aux différents interlocuteurs, donc à l'ADEME qui présentera le parcours d'adaptation au changement climatique des entreprises. Ensuite, à l'Agence de l'eau qui va présenter notamment les aides aux acteurs économiques. Ensuite, à la région Île-de-France qui présentera donc des aides euh, qui seront présentées par Gladys et Daniel Richard. Je vais laisser maintenant la parole aux intervenants. Donc, pour me présenter, je suis Justine Bichon. Moi, je suis chef de projet sur Adaptaville. Et maintenant, je vais laisser la parole aux intervenants pour qu'ils se présentent et que vous puissiez voilà, identifier leur visage. Donc, on va commencer peut-être par François Boileux. Bonjour à toutes et tous, je suis François Boileux et je travaille à l'ADEME sur le sujet de l'adaptation au changement climatique concernant la cible entreprise à la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone. Ensuite, je vais donner la parole à Didier Le Carré. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Didier Lecard. Je travaille à l'Agence de l'eau Seine-Normandie au sein de la direction Seine-Francilienne et je suis chef d'un des services investissement, des services qui couvrent notamment les aides apportées aux entreprises sur l'Île-de-France. Merci. Et peut-être Johan maintenant? Bonjour à toutes et à tous, Johan Vuillot, je suis chargé d'opération pour la gestion des eaux pluviales et de la biodiversité pour les acteurs économiques en Île-de-France, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans la direction territoriale Seine-Francilienne. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à la région. Bonjour, je suis Gladys Trayermuth, je suis chargée de mission transition écologique et ville durable au niveau du pôle entreprise et emploi de la région Île-de-France.
Et Daniel Richard, responsable de projet climat et adaptation au sein de la direction de l'environnement. Merci beaucoup à tous. Donc, vous êtes vraiment invités à poser des questions sur le chat ou de préférence dans l'onglet Q et R que vous devez voir s'afficher en bas. Et du coup, on essaiera de répondre au fur et à mesure aux réponses. Et pour anticiper, les slides seront envoyés à la suite de ce webinaire. Ensuite. Donc, je voulais vous repartager quand même un peu le contexte de ce webinaire. Donc, moi, je travaille à l'Agence parisienne du climat et on a lancé le projet Adaptaville en 2021. Adaptaville, c'est un outil qui s'adresse à tous les professionnels du territoire de la métropole du Grand Paris et qui vise en fait à structurer une filière autour de l'adaptation au changement climatique et permettre de faire monter en compétence ces acteurs sur les différents sujets de l'adaptation. Donc, vous voyez sur mes slides, on travaille aussi bien sur les aléas canicules, fortes précipitations, inondations, sécheresse. Donc, on est vraiment un peu multidisciplinaire et on organise en fait très fréquemment des événements, donc des visites de sites. On organise aussi des ateliers participatifs. On en a fait un hier sur la question de l'assistance à maîtrise d'usage et des usagers. Comment les prendre en compte dans les bâtiments pour mettre en place les solutions d'adaptation, par exemple. On organise aussi des webinaires. Donc, cette année, on a fait un cycle de webinaires sur les aides locales et on est accompagné dans ce projet par la métropole du Grand Paris, par l'ADAME Île-de-France et Plus Fraîche Ma Ville, dont on est le référent local et par la ville de Paris et d'autres acteurs experts du sujet qui nous accompagnent, qui nous aident à réfléchir sur notre programmation, sur les besoins et voilà, à réfléchir ensemble sur ce qu'on veut partager. Et on a aussi une plateforme web donc, que vous pouvez retrouver, c'est adaptaville.fr, sur laquelle on référence plus de 70 fiches solutions. On référence aussi des retours d'expérience, donc vous voyez une cartographie en fait des projets qui n'est pas exhaustive, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui permet d'avoir une vue d'ensemble, en tout cas des projets qui sont référencés sur le site. On a une newsletter où on partage des actualités et on a aussi un onglet ressources où vous pouvez retrouver plein de publications, des bandes dessinées, des guides sur différents sujets, les ombrières, les revêtements. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir. Juste pour rentrer un peu plus dans le détail sur les fiches solutions opérationnelles. Là, vous voyez par exemple des sujets. Donc, on a les brasseurs d'air, les solutions d'ombrage, les protections solaires. On a aussi des solutions fondées sur la nature. En fait, elles fonctionnent, elles ont les mêmes catégories. On va parler, par exemple, on va décrire les enjeux d'adaptation. On a aussi une catégorie expérimentation de la solution, donc avec des exemples d'expérimentation, des retours utilisateurs. On a aussi un onglet sur les coûts. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour vous de comprendre quels sont les coûts et on explique aussi quelles sont les ressources financières et les aides financières, pardon. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, toutes les aides financières, elles seront ensuite référencées sur le site. Et on a des prestataires. Donc voilà, si vous cherchez aussi des acteurs, des fournisseurs de solutions qui peuvent répondre à vos besoins, vous pouvez aussi utiliser cette plateforme pour trouver des acteurs opérationnels. Donc les fiches aides financières, on va les compléter aussi après ce webinaire avec les fiches qui auront été présentées. Mais donc je le disais, il y en a déjà 19, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui existe. Et c'est des exemples de nos publications, donc des publications assez riches sur les solutions d'ombrage, les revêtements, les risques inondations. Voilà, n'hésitez pas à les farfouiller dans le site. Les événements dont je parlais tout à l'heure, les visites de sites, les ateliers participatifs, les webinaires, les rencontres annuelles qui ont eu lieu en octobre et qui c'est vraiment un forum. Donc vous, en tant qu'entreprise, si vous faites partie de l'écosystème Adaptaville, vous pouvez avoir l'opportunité de participer à ce forum. Et aussi, on fait intervenir nos partenaires et les acteurs importants comme la région, l'ADEME, qui vont aussi proposer des accompagnements. Donc c'est vraiment un forum annuel qui se passe généralement en octobre sur lequel on a beaucoup d'interactions. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à notre newsletter
On essaye de pas trop spammer. On envoie essentiellement des invitations aux événements et on envoie aussi des lettres d'information où on partage les solutions, on partage aussi l'actualité des porteurs de solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Et j'ai une petite question. Les fiches, oui, on essaye de les tenir à jour régulièrement. Là, on va avoir un travail de mise à jour. Mais sur les fichettes financières, on est en contact assez régulièrement avec les principaux financeurs locaux. Et donc là, en tout cas, toutes celles qui sont sur le site, elles sont à jour. On va mettre à jour, par exemple, avec les nouvelles aides de l'Agence de l'eau prochainement. Mais on essaye d'être le plus à jour possible. Voilà, on est conscient qu'il y a une forte évolution. C'est pas facile, mais c'est aussi notre rôle de pouvoir mettre à jour le plus régulièrement. Voilà, je vais maintenant laisser, enfin, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre dans le chat et je vais laisser la parole au premier intervenant, François Boaleux de l'ADEME, et je vais arrêter le partage de mon écran pour lui laisser. François, n'hésitez pas à réactiver votre caméra et le son. On ne vous entend pas et on ne vous voit pas pour l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager mon écran en... Alors, je ne sais pas si là, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de vous montrer le parcours que les entreprises, dans lequel les entreprises peuvent s'engager pour s'adapter au changement climatique. Vous l'avez vu sans doute dans les actualités, mais 2024 s'annonce comme une année record en termes de hausse de température. Et le mois de novembre, par exemple, a dépassé les plus 1,5 degrés, sous lequel on devrait rester, avec, notamment en lien avec les accords de Paris. On doit essayer de rester sous les 1,5 degrés, voire éventuellement 2 degrés pour continuer à pouvoir, enfin, pour essayer justement de contenir les aléas du changement climatique. Et on voit que dès 2024, on va être à plus 1,5 degré. Et d'après la trajectoire de réchauffement de référence, ce qu'on appelle la TRAC, qui est intégrée au Plan national d'adaptation au changement climatique, en cours de consultation actuellement, on voit qu'on sera sur du plus 2 degrés en 2030 et du plus 2,7 degrés en 2050 et voire du plus 4 degrés en 2100. Donc on voit qu'on est sur une trajectoire de réchauffement qui est assez conséquente, avec des aléas climatiques qui viennent déstabiliser nos écosystèmes, nos territoires et nos entreprises dès maintenant. On a vu cette année de nombreux aléas climatiques, que ce soit les inondations en Europe centrale, celles sur Valence, et on voit qu'à plus 1,5 degré, on a déjà des aléas climatiques très déstabilisants, et il faut que les entreprises prennent conscience qu'on se dirige sur du plus de degrés, que le plus de degrés, c'est demain, ce sera dès 2030. Et alors, attendez, peut-être que ça, je peux peut-être le bouger. Voilà, que 2030, c'est quasiment demain, et on sera avec des aléas climatiques qui vont se sévériser, s'intensifier en termes de sévérité et d'occurrence. Tout ça en lien, bien sûr, avec des concentrations dans l'atmosphère de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter. Et l'ONU nous précisait qu'on allait justement sur une trajectoire à plus 3,1 degrés à l'échelle monde. Et quand je vous parlais des 4 degrés, c'est d'ici 2100, c'est que l'Europe et la France se réchauffent plus vite que l'ensemble du monde. Donc par rapport à ces aléas climatiques qui vont se sévériser, il est indispensable, bien sûr, de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc faut continuer à réduire ces émissions, à atténuer, on va dire, à travailler sur l'atténuation du changement climatique. Mais dans le même temps, on n'a pas le choix que de s'adapter à ces aléas qui vont augmenter dans les années qui viennent. Pour accompagner les entreprises sur cette voie, sur cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, à l'ADEME, on a travaillé sur un parcours d'adaptation qui vise à mettre en avant les étapes structurantes dans lesquelles doivent s'engager les entreprises. Donc la première des étapes, ça va être le diagnostic du changement climatique, puis
l'élaboration d'une stratégie, d'un plan d'action et son suivi et évaluation. Parce qu'il faut bien que les entreprises aient en tête qu'on ne sera jamais adapté au changement climatique et qu'il faudra à chaque fois challenger ces actions pour s'assurer que on s'adapte à un monde à +2, +2,5, +3 degrés. Pourquoi on a choisi de mettre en avant ce parcours qui est disponible dans le guide qui est en image sur la diapo. C'est parce qu'on s'est rendu compte au cours d'une enquête que les entreprises avaient beaucoup de difficultés à appréhender ce que c'était l'adaptation au changement climatique. Autant sur l'atténuation, elles visualisent tout à fait les actions à entreprendre pour essayer de réduire leurs émissions. Par contre, sur l'adaptation, c'était beaucoup plus compliqué. Et même si elles étaient à peu près 50% à dire lors de notre enquête, oui, on fait des actions d'adaptation, elles n'étaient plus que 8% à engager un diagnostic de vulnérabilité, qui est l'étape structurante et essentielle d'une démarche d'adaptation. Et quand on leur a demandé de citer des actions d'adaptation, euh, on a eu des actions sur l'efficacité énergétique, sur la mobilité, sur l'alimentation durable. En fait, on n'avait rien sur l'adaptation au changement climatique. Donc nous, ce qu'on s'est dit avec notamment le ministère et le partenaire EPE, c'est qu'il fallait mettre en avant ce parcours d'adaptation et dans notre sondage, ce que les entreprises nous ont dit aussi, c'est qu'elles souhaitaient des retours d'expérience. Elles avaient besoin de retours d'expérience pour comprendre comment une entreprise d'une taille similaire ou d'un secteur similaire avait décidé de s'adapter, quelles initiatives elles avaient prises. Donc on a intégré ça dans ce guide et l'idée, c'est pour chaque étape de pouvoir proposer aux entreprises des outils et des aides financières qui les aident à s'adapter. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'adaptation, ça ne va pas être des ajustements. Par exemple, dans votre entreprise, dans les bureaux, vous avez, il y a lors des canicules, lors des épisodes de chaleur, il y a des difficultés, vous éprouvez des difficultés pour travailler. Donc vous allez rafraîchir votre ambiance, donc ça c'est très bien, mais c'est une action ponctuelle. L'idée, c'est bien de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment votre chaîne de valeur, enfin, à quoi est-elle vulnérable? Et donc l'idée, c'est de travailler sur un diagnostic de vulnérabilité sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. C'est vraiment ça qui est important d'avoir en tête. Et que finalement, le travail et l'adaptation ne se résumera pas à des actions ponctuelles ou à des ajustements, mais peut venir transformer votre modèle d'affaires, vos activités. Est-ce que ce que vous produisez en ce moment, ça aura encore du sens dans une France à +2 ou +3 degrés? C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, c'est pour ça que on insiste sur ce parcours d'adaptation complet. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà pas mal d'outils qui existent pour vous aider à travailler sur sur ce parcours d'adaptation complet. D'abord, pour s'engager, il faut comprendre et convaincre. Donc là-dessus, il y a pas mal de publications. Je ne vais pas toutes les citer, que ce soit des publications sur le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, que ce soit des publications sur le site de l'ADEME. Je vais simplement insister sur un petit outil qui est un outil qui est très intéressant qui s'appelle les ADAC, c'est les ateliers d'adaptation. Vous êtes une entreprise, une responsable RSE et vous avez du mal à convaincre en interne, n'hésitez pas à mobiliser un atelier d'adaptation où vous avez une animatrice ou un animateur qui vient en entreprise pendant une demi-journée et qui vous fait le b.a.-ba de l'adaptation avec des premières actions pour s'adapter au changement climatique. Et une fois qu'on a fait cette ADAC, on réussit à convaincre tout le monde et on réussit à convaincre notamment le ou la chef d'entreprise de mobiliser un peu de temps et un peu de budget pour s'engager dans l'adaptation et s'engager à notamment réaliser un diagnostic de vulnérabilité. Diagnostic de vulnérabilité, je vous en ai mis quelques-uns. Vous pouvez vous rapprocher de votre écosystème CCI qui travaille sur un diagnostic de sensibilité climatique avec une visite climat, avec tout un tas de recommandations qui vous permettent de vous engager dans l'adaptation au changement climatique. Prochainement, vous aurez le Diag Adaptation opéré par BPI France et financé par l'ADEME qui pourra aider aussi les entreprises à s'engager dans la voie de l'adaptation. J'ai mis aussi l'outil Okara porté par Carbone 4, qui est un outil qui permet de visualiser sa vulnérabilité sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Il est plutôt utilisé pour les entreprises
plutôt pour les grandes entreprises, parce qu'il nécessite pas mal de jours de travail et un investissement en interne assez conséquent pour s'engager sur ce diagnostic de vulnérabilité. Vous avez bien sûr l'outil Batadapt. Je crois avoir vu dans les précédentes slides que vous avez déjà eu des interventions de l'OID. Donc, Batadapt, c'est un outil qui permet de cerner les sensibilités, la vulnérabilité, l'exposition de votre bâtiment par rapport au changement climatique. Ce que je voulais dire aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que en tant qu'entreprise, il faut surtout ne pas travailler en silo. C'est hyper important de vous rapprocher de votre filière et de votre territoire parce que votre territoire, communauté d'agglo, votre communauté urbaine, votre PNR a déjà travaillé sur l'adaptation au changement climatique parce que souvent c'est lié à une réglementation qu'il fallait leur imposer de travailler sur un diagnostic de vulnérabilité et c'est vraiment l'entreprise est située sur un territoire et donc c'est vraiment important de mutualiser les données et de voir ce qui existe déjà par ailleurs. Concernant les autres outils, vous avez la démarche Acte Adaptation pour les entreprises qui a été publiée il y a une petite année, qui présente tout un pool d'indicateurs à suivre pour s'assurer que sa stratégie d'adaptation est cohérente et robuste. Donc, n'hésitez pas à télécharger aussi cette méthode qui vous permettra d'avancer dans la construction de votre stratégie. Concernant les actions, donc sur Acte Adaptation, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elle permet de construire la stratégie, mais elle permet aussi de l'évaluer. Et enfin, sur le financement des actions, parce que ce sont des demandes qui sont assez récurrentes de la part des entreprises, j'ai simplement mis dans ce petit schéma les agences de l'eau, et là vous aurez une intervention tout à l'heure, et puis notre site Agir sur l'ADEME, où vous pouvez avoir euh, des, euh, vous pouvez faire des demandes pour réaliser des études de faisabilité et des investissements concernant la géothermie qui permet de chauffer en hiver et de rafraîchir. On utilise les frigories du sous-sol pour rafraîchir en été. Et ça permet d'éviter la maladaptation. La maladaptation, c'est l'usage notamment de la climatisation qui va réchauffer l'air ambiant, en plus de consommer beaucoup d'énergie fissile. Donc n'hésitez pas à vous saisir de la géothermie, de l'outil géothermie, quand vous rénovez ou quand vous construisez un bâtiment. Et vous avez le fond chaleur qui peut vous aider sur toutes les étapes du projet. On a une expérience, le fond chaleur existe depuis plus d'une dizaine d'années, et donc là-dessus, on a beaucoup de retours d'expérience sur le, le fonctionnement de la géothermie. Peut-être Euh, à ce sujet, je voulais juste préciser qu'on a eu justement lors du précédent webinaire une intervention à ce sujet-là. Donc vous pouvez trouver toutes les informations dans le replay et sur le site, on renvoie aussi vers ces sites-là. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Pardon, François. Merci pour cette précision. Concernant, donc je le disais tout à l'heure à travers le schéma, mais concernant les CCI, en fait, nous, à l'ADEME, on finance en fonction des demandes des CCI et de l'appétence des CCI, on peut être amené à financer des postes, des morceaux de TP, on va dire, et qui vont pouvoir, et ces postes-là vont pouvoir contribuer à mettre en avant des actions d'adaptation et donc peuvent vous aider. Donc les CCI précurseurs en la matière, c'est notamment la CCI Grand Est. Et l'idée de la CCI Grand Est, c'est de faire percoler tout son savoir euh, au niveau des autres CCI, et notamment les CCI de vos territoires. Et donc en 2025, il est prévu de la formation des référents climat CCI sur le sujet et de la prise en charge, de la prise en main d'un outil qui a été réalisé par la CCI Grand Est qui s'appelle Climadiag Expert, qui est basé sur l'outil Climadiag de Météo France et qui utilise différentes bases de données comme GeoRisque, notamment, ou la plateforme Drias pour vous amener sur un premier plan d'action dédié à l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est un vecteur, un acteur que vous pouvez solliciter. Et puis prochainement, je dis prochainement parce que en ce moment, il y a pas mal de discussions budgétaires à tout niveau. Et donc, dès que ça se sera stabilisé, vous constaterez qu'il y aura un lancement de l'outil Diag Adaptation. Donc, c'est un outil le Diag Adaptation, il dure 7 jours, il coûte
il coûte 6 000 euros et l'ADEME, en fonction de la taille de l'entreprise, le finance pour que le reste à charge pour les entreprises soit de 2 000 à 3 000 euros. Donc, il y a une formation d'une petite vingtaine de bureaux d'études qui sont en capacité d'intervenir un peu tout partout et de réaliser ce premier diag adaptation. Et c'est vraiment la première grosse étape qui permet de visualiser les vulnérabilités de sa chaîne de valeur. Et en ça, cette étape du diag, elle est vraiment capitale. Donc, je voulais insister principalement sur ces sujets qui sont assez matures. Prochainement, en 2025, je vous parlais tout à l'heure de Acte Adaptation. Sachez qu'on travaille sur une formation pour former les bureaux d'études et qu'il y aura un dispositif qui permettra aussi d'apporter un financement à toutes ces démarches liées à Acte Adaptation, voire Acte Pas à Pas aussi, que vous connaissez peut-être sous l'angle des carbos, qui va prochainement aussi intégrer le volet adaptation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On a une Vérifier le première question. partage. Oui, il y avait une première question concernant le guide. Donc, le guide est très bien fait et pertinent, mais n'est pas adapté au TPE. Est-ce qu'il existe des outils ou des projets sur cette cible? Vous en avez évoqué quelques-uns, mais peut-être si vous pouvez à nouveau les mentionner. Alors, concernant les outils TPE, effectivement, on n'a pas même les diags que j'ai cités. Il n'est sans doute pas adapté aux entreprises de l'artisanat ou autres, et il est peut-être un peu trop, ils seront un peu trop, ça nécessite sans doute un peu trop de jours de travail. Vous pouvez quand même utiliser Climadiag Entreprise, où vous êtes sur un autodiagnostic en ligne de votre sensibilité aux aléas climatiques. Donc ça, c'est peut-être un premier pas à faire, et de vous rapprocher quand même de vos acteurs, CCI ou autres, qui pourront quand même vous aider sur ce sujet. Euh, on peut imaginer que les acteurs relais puissent faire des matinées, des journées dédiées à l'adaptation au changement climatique, en faisant par exemple intervenir et en programmant un atelier d'adaptation qui peut se faire ça peut se faire en entreprise, mais ça peut se faire aussi sur des sessions type opération collective ou autre. Donc, en tant que TPE, après, sur votre budget formation, vous pouvez faire intervenir un atelier d'adaptation. Sachez qu'il y a 500 à 600 animateurs répartis dans toute la France, dans les dom-toms et même dans certains pays limitrophes qui sont en capacité d'intervenir. Donc, ce que je vous suggère, c'est de commencer peut-être par, euh, ce, par un ADAC qui va vous permettre d'évaluer l'importance d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans la stratégie de votre entreprise. Merci François. Est-ce que les participants ont d'autres questions du coup pour François sur tous les outils qui ont été évoqués? Vous pouvez les poser dans le chat ou dans l'onglet, parce que François après devra nous quitter. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Dans tous les cas, on enverra en fait les slides qui ont été présentés. Il y avait beaucoup de liens, beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, d'acteurs qui ont été mentionnés. Donc vous pourrez vraiment tous les retrouver. Et voilà, n'hésitez pas à les solliciter et à solliciter, comme le disait François, les chambres du commerce et de l'industrie ou d'autres acteurs qui peuvent aussi vous apporter un accompagnement, notamment sur cette partie diagnostic dans votre entreprise pour passer à l'action. Il y a juste peut-être une petite chose à rajouter dans les types Oui, d'actions que vous pouvez mettre en place suite à votre stratégie. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les actions d'adaptation fondées sur la nature sont des actions prioritaires. Si on peut essayer de répondre à l'enjeu climat et à l'enjeu biodiversité en même temps, c'est ce qu'il faut essayer de mettre en priorité. Et dans ce contexte, le programme Life Artisan, si vous allez sur le site du programme Life Artisan, vous présente tout un tas de ressources, donc n'hésitez pas à les consulter. Il y a aussi des témoignages vidéo. Euh, donc voilà, c'est aussi une très bonne source oui, d'information. effectivement.
On vous enverra aussi le lien, je le rajouterai dans le mail post-événement. Et sur Adaptaville aussi, on a pas mal de fiches solutions sur les toitures végétalisées, sur les noues, sur les jardins de pluie. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Enfin, c'est vraiment des informations pratiques si vous voulez développer ce type de solution. Mais comment les financer? Du coup, on va passer la parole à l'Agence de l'eau qui offre vraiment des accompagnements très importants sur ces sujets-là. Je voulais à nouveau remercier François et du coup, je vous laisse partir et on enverra ces slides donc aux différents participants. Voilà, je vais laisser donc la parole à Johan et à Didier Lecard. Donc notamment Johan qui est votre référent du coup et qui va présenter les aides du 12e programme de l'Agence de l'eau aux acteurs économiques. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà, normalement c'est bon. Oui, Donc bonjour à toutes et à tous. Je me représente rapidement, Yoann Vuillot. Je suis chargé d'opération à l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour la gestion des eaux pluviales et de la biodiversité pour les acteurs économiques en Île-de-France. Donc je vais m'occuper de tous les dossiers de demande de subvention pour les entreprises. Les collectivités ont leur chargé d'opération référent par territoire. Et je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, les modalités d'aide que l'Agence de l'eau de Seine-Normandie peut vous apporter pour la gestion des eaux pluviales. Donc pourquoi, comment et donc quel financement possible. Ça marche pas. Ah, voilà. Donc pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère des Finances. Notre siège est à Courbevoie et il y a 6 directions territoriales sur l'ensemble du bassin Seine-Normandie. Nous, on est sur la direction territoriale Seine-Francilienne et notre mission va être de financer et d'accompagner des projets à plus-value environnementale dans le but de préserver la ressource et la biodiversité sur le bassin via un système de redevance qui fonctionne sur le principe du pollueur-payeur ou consommateur-payeur et des aides financières, donc des subventions sur les projets éligibles définis par le 12e programme d'intervention. Donc, gérer à la source les eaux de pluie, notre objectif, ça va être de le faire à ciel ouvert et par infiltration vers des espaces verts en creux notamment, puisque comme on l'a vu précédemment, c'est un enjeu d'adaptation au changement climatique assez fort, notamment pour les zones urbaines, mais pas que, puisque ça va permettre de préserver les milieux, de favoriser la biodiversité, mais aussi de recharger les sols et les nappes phréatiques en eau, de soutenir le débit d'étiage en cas de sécheresse, d'éviter les assecs et évidemment de réduire les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur urbains en ville. On va faire ça par 3 grands principes. Donc déraccorder, désimperméabiliser et renaturer. Donc déraccorder dans un premier temps, dans le but de réduire les volumes d'eau collectés par les réseaux d'assainissement et les volumes rejetés vers le milieu, et notamment leur concentration en pollution quand les rejets sont inévitables. Désimperméabiliser dans un second temps pour réduire le ruissellement et en favorisant l'infiltration au bénéfice du coup du rechargement des sols et des nappes. Mais il y a aussi un intérêt notamment dans la prévention des inondations, puisqu'on va réduire le ruissellement urbain. Et enfin, renaturer, refonctionnaliser les sols, retrouver des services écosystémiques, favoriser la biodiversité et la fraîcheur en ville, sans parler bien sûr de l'amélioration du cadre de vie. Notre objectif, ça va vraiment être de gérer les eaux de pluie à la source, donc là où la goutte tombe au sol, en désimperméabilisant et en infiltrant ces eaux de pluie vers des espaces verts en creux, puisque les eaux de ruissellement suivent la gravité, en se basant sur des solutions fondées sur la nature. Sur ce schéma, je vous ai mis du coup différents types de, de projets possibles. Donc ça va de la toiture végétalisée aux espaces verts en creux, ça peut être des noues, ça peut être des orientations de pente donc, que vous voyez schématisées par les petites flèches bleues. Donc par exemple des ruissellements d'eau de voirie vers des noues, vers des plans d'eau. Ici, par exemple, 80% du volume géré est sans rejet et se fait par gestion gravitaire.
avec parfois notamment des espaces multifonctionnels avec plusieurs projets intéressants. Donc de la voirie, enfin de l'eau de voirie en ruissellement. Attendez, excusez-moi. Euh, voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant les modalités du Zone Programme d'intervention au climat et biodiversité pour la période 2025-2030. Donc, quelques critères d'éligibilité, notamment la réduction des volumes ruisselés pour la pluie courante. L'objectif étant de gérer ces pluies courantes. Donc, nous, ce qu'on considère une pluie courante, c'est une lame d'eau de 10 mm en 24 heures. Évidemment, il faut que le projet initial se fasse sur une surface imperméable. Si la surface est déjà perméable, on considère que l'eau est déjà infiltrée, au moins en partie pour les plus courantes, et donc ce projet ne sera pas éligible. Et enfin, il faut que la gestion se fasse à ciel ouvert, avec des techniques alternatives sans tuyaux et des solutions fondées sur la nature de préférence. La nouveauté sur ce 12e programme d'intervention, c'est qu'il n'y a qu'un seul forfait, enfin un forfait unique, euh, qui se divise en deux situations. Donc, si votre surface imperméable initiale est raccordée au réseau d'assainissement et si votre surface n'est pas raccordée. Donc, dans le premier cas, euh, notre forfait est de 50 euros par mètre carré déraccordé, donc de votre surface initialement raccordée qui est déraccordée, donc pour 50 euros par mètre carré, et à cette surface peut se rajouter encore une fois 50 euros par mètre carré de pleine terre végétalisée, pour un total jusqu'à 100 euros par mètre carré, donc de surface déraccordée et végétalisée avec de la pleine terre. Si votre surface n'est pas raccordée au réseau d'assainissement, mais imperméable, donc si vous la désimperméabilisez en créant des surfaces de pleine terre, ce sera un forfait de 25 euros par mètre carré. L'objectif ici, c'est vraiment de financer des projets ambitieux, de favoriser l'infiltration et notamment la création d'espaces de pleine terre et végétalisés si possible. Ici, vous avez un logigramme, du coup, peut-être un petit peu plus visuel pour, euh, pour une meilleure explication. Euh, donc, il faut se poser la question d'abord si votre projet maintient ou augmente les espaces de pleine terre végétalisés. Si ce n'est pas le cas, si vous avez de la pleine terre et qu'elle est réduite, que vous construisez une surface imperméable dessus, une dalle de béton par exemple, votre projet ne sera pas éligible. De même, si vous faites une toiture végétalisée sans respect de la réglementation ou des règles de l'art, donc notamment si votre trop-plein n'est pas infiltré directement à la parcelle, pareil, votre projet ne sera pas éligible. Si c'est le cas, l'aide plafonnée à 50 euros par mètre carré d'air accordé, plus 50 euros par mètre carré de surface de pleine terre végétalisée. Donc ce sera votre forfait. Et bien sûr, on retiendra en montant retenu les travaux éligibles, plus des études rattachées aux travaux s'il y en a. Donc ce que j'entends ici par travaux éligibles, notamment, c'est toutes les surfaces imperméables, désimperméabilisées, comme je vous l'ai dit. Si les surfaces initialement perméables sont exclues, enfin, si les surfaces initiales sont perméables, elles seront exclues du montant total des projets. Pour le secteur non raccordé, vous avez un petit peu la même logique. Euh, il est possible que vous mettiez en place des cuves de récupération d'eau de pluie, que ce soit pour la réutilisation de l'arrosage ou du nettoyage de voirie, notamment, ou de surface. Ces projets-là sont éligibles uniquement si le trop-plein de la cuve ou de la bâche est infiltré directement à la parcelle. Et ces cuves seront notamment aidées à hauteur de 50 euros par mètre cube économisé par an. C'est une estimation évidemment. Le tout dans la limite de l'encadrement européen. Pour les acteurs économiques, du coup, 40, 50 ou 60% si vous êtes une grande, moyenne ou petite entreprise. Et pour les collectivités, 80%. Ici, vous avez quelques exemples d'applications. L'objectif, c'est la gestion à la source sans tuyau à ciel ouvert. Donc de gauche à droite et de bas en haut, vous avez un parking avec des pavés non jointifs qui va permettre d'infiltrer les eaux de pluie et les eaux d'enruissellement de voirie. Pour les eaux d'enruissellement de voirie, sur la deuxième photo, vous avez donc là, une pente représentée par la flèche bleue qui va se diriger vers une noue qui se trouve entre les deux voies, une toiture végétalisée, une gouttière du coup qui représente l'infiltration de l'excès d'eau de cette toiture végétalisée. Un projet multifonctionnel en bas à gauche, encore une noue en bas à droite et encore une fois des exemples de pavés non jointifs
pour favoriser l'infiltration. Ici, vous avez des aménagements que nous, on va considérer comme mal conçus pour bénéficier de subventions, c'est-à-dire que vous allez voir un, un ruissellement de voirie, par exemple, qui va être bloqué par une butte en béton entre la noue et la voirie en elle-même, donc ça va limiter. Peut-être que ça va permettre l'infiltration des pluies fortes, mais pour les plus courantes, les eaux vont ruisseler directement vers le réseau. Et à droite, un espace de pleine terre qui est surélevé, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Voilà. Merci de votre attention. Donc, je vous ai remis mon contact et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Johan. On avait une première question dans l'onglet Q&R. Est-ce que les substrats sont éligibles de la même manière que la pleine terre? Peut-être ça vaut le coup de rappeler un peu les définitions de Alors, ces termes-là. nous, ce qu'on va considérer de la pleine terre, il n'y a plus de notion de profondeur de substrat. C'est vraiment une profondeur discontinue. Donc, pas de dalle de béton, pas de, par exemple, de stabilisé. Ce sera vraiment, c'est de la pleine terre discontinue. Pour les toitures végétalisées, on considère qu'une toiture est végétalisée s'il y a 8 cm de substrat sur cette toiture. Ok, J'espère merci. avoir répondu. Bah, je pense, Didier, vous voulez compléter ou c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, du coup, j'en vois pas d'autres, mais Johan est votre interlocuteur direct. Du coup, si vous faites des demandes d'aide auprès de l'agence de l'eau. Donc, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Je laisse un peu de temps encore. Pourra répondre sinon en direct. Ah oui. Qu'en est-il pour les études préalables? Alors, les études préalables seront aidées en même temps que les travaux. Donc, faut que les devis d'études soient déposés en même temps que la subvention pour les travaux. Et ils seront aidés à hauteur de 50% si je ne me trompe pas. Et du coup, j'avais une question, moi, peut-être, pour que les aides soient financées, il faut faire la demande avant de Oui, signer n'importe quel devis. Donc voilà, c'est très important de solliciter vraiment l'agence de l'eau le plus en amont possible, c'est ça? exactement. Il faut vraiment que aucun ordre de service ne soit lancé avant le dépôt de la demande sur la plateforme des marchés simplifiés, puisque c'est le dépôt de la demande qui fera foi et qui vous autorisera à lancer les travaux. Si vous avez lancé quoi que ce soit avant, le projet sera d'office considéré comme inéligible. Et peut-être une autre question. Ah, Didier, allez-y, pardon. Non, mais c'est juste, je voulais revenir sur les études. Donc, les études ne sont pas aidées indépendamment des travaux. Donc, on les aide bien avec les travaux. Et donc, les aides aux travaux, c'est bien une aide forfaitaire de 50 euros par mètre carré déconnecté. Et donc, les études entrent dans ce montant forfaitaire. Il n'y a pas d'aide spécifique. Donc, globalement, on comptabilise les mètres carrés déconnectés, par exemple, qu'on compare au montant des travaux, donc végétalisation, mais aussi aux études préalables. Donc, le montant de l'étude entre dans les coûts éligibles comme la désimperméabilisation, des plantations, l'apport de pleine terre. On n'a plus de taux d'aide appliqué aux travaux, c'est bien une aide forfaitaire euh, qu'on compare in fine à une aide c'est peut-être un peu compliqué, à une aide maximale autorisée par l'encadrement communautaire. Donc, si vous vous déraccordez 1000 mètres carrés, vous pouvez obtenir une aide de 50 euros multipliée par 1000 de 50 000 euros. Mais pour un groupe, on ne peut pas dépasser au total, il ne faut pas que cette aide dépasse
40% du montant du projet du fait de l'encadrement communautaire. Donc, il y a ce petit calcul au final à faire pour s'assurer que l'aide qu'on va attribuer ne dépasse pas de 40% du montant du projet. Ok, très Les bien. demandes d'aide sont aussi à déposer sous la plateforme démarche simplifiée. Ouais, c'était Elle est sur le ma site internet question. de l'agence. Oui, peut-être on pourra si vous pouvez mettre le lien sur le chat, mais voilà, c'était ma question, c'était concrètement, je suis une entreprise et je veux demander une aide, je vais sur la plateforme démarche simplifiée, et je crée mon compte et je demande mon aide en fonction de ce que je veux faire. Enfin, c'est ça, le process. Et j'avais une Alors, autre question. concrètement, quand vous demandez une aide à l'agence de l'eau, je vous invite à prendre contact avec Yohan Willow. C'est, il va vous aider à monter ce dossier. Euh, Ouais. En fait, on vous demande un certain nombre de pièces, en fait, la situation avant travaux, après travaux, de nous transmettre les devis de travaux pour des travaux qui sont éligibles. Donc, on vous a parlé de critères d'éligibilité, gestion à ciel ouvert, etc. Donc, c'est un aperçu, en fait, de ce qu'on peut financer. Et vous prenez contact avec Johan qui va euh, vous expliquer comment monter le dossier, vous dire si s'il est éligible et vous faire une petite simulation de l'aide que l'agence pourrait attribuer. Donc, prenez contact, déposez pas directement le dossier Ok. parce qu'on va vous faciliter quand même l'instruction, le dépôt et vous allez gagner du temps en prenant contact avec l'agence en amont. C'est vraiment, je vous invite à le faire, quoi. Bah, vous avez un contact sur l'Île-de-France, allez-y, quoi. C'est assez simple. Oui. On peut remettre aussi le contact de Johan dans le chat et voilà, c'est vraiment pour ça que c'est intéressant de pouvoir échanger aujourd'hui. Il y avait une question pour les bailleurs sociaux. Donc la question de la part de Sylvie, j'avais cru comprendre que l'aide était identique à celle des collectivités et pouvait donc être supérieure à 40%. Est-ce le cas? Merci. Oui, c'est ça exactement. Du coup, c'est le taux collectivité qui s'applique, donc ce sera 80% du montant total du projet au maximum. Ok, très clair. Et moi, j'avais une autre question. C'est entre le moment où on prend contact avec Johan, on dépose la démarche, et le moment où on reçoit les financements. En général, combien de temps il faut compter? Comment ça marche? Comment est-ce que vous acceptez ou non les projets? Après, ce qui est important, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que un dossier qui est complet avec, disons, qui a fait l'objet d'échanges avec l'agence de l'eau, ça peut aller très, très vite. Donc, on a pour les entreprises et pour les collectivités, pour les aides inférieures à 60 000 euros, on a une commission tous les mois. C'est, et autrement, pour les autres, les aides supérieures à 60 000 euros, on a une commission tous les 2, 3 mois. Il y a 4 commissions dans l'année. Euh, dès lors, dès lors que vous avez déposé, alors en termes de timing, dès lors que vous avez déposé le dossier avec l'ensemble des pièces demandées, vous pouvez démarrer les travaux. Mais là, à ce moment-là, vous n'avez pas la certitude d'être financé, mais néanmoins, si vous déposez le dossier aujourd'hui, le 11 décembre, vous pouvez commencer les travaux le 12 décembre. Vous n'avez aucune certitude que le projet est éligible, mais en fait, c'est le point de départ, c'est le dépôt du dossier. Après, il va être instruit par Johan. Et ensuite, donc vous pouvez prendre un risque en vous disant, bah, j'ai déjà beaucoup échangé avec l'agence de l'eau, il m'a fait une simulation. Euh, je ne peux pas attendre, je suis pressé, je dois engager mes travaux. J'y vais, j'engage le 15 décembre. Donc je peux, si j'ai déposé le dossier le 11. Sinon, je veux être sûr de bénéficier de l'aide de l'agence. J'attends le contrat, le passage en commission ou de recevoir le contrat entre l'agence et moi. Mais globalement, un dossier qui est bien ficelé avec toutes les pièces, pour des aides inférieures à 60 000 euros, il faut compter, on va dire,
pour recevoir le contrat, la convention, c'est 2 mois à peu près, quoi. Et pour les aides supérieures, c'est un mois de plus, il faut compter un mois de plus. Ah, pour Ok, donner un ordre d'idée. très bien, merci. Il y avait une autre question, mais du coup, vous y avez quand même un peu répondu. Est-ce que nous devons attendre de recevoir le récépissé confirmant que le dossier est complet ou est-ce juste la date de dépôt qui compte? Ce qui change avec le 12e programme, c'est que dès lors que vous validez le dossier sous la plateforme démarche simplifiée, vous l'envoyez à l'agence, euh, vous allez recevoir un accusé réception de dépôt. Il est automatique, et vous pouvez engager les travaux à ce moment-là. Ensuite, quand l'agence va l'instruire, donc Johan va instruire le dossier, euh, et donc quand l'instruction sera finalisée, euh, donc il va valider l'envoi d'un accusé réception de dossier complet. Donc là, c'est encore un autre accusé réception. Vous avez plus de garantie sur le financement par l'agence de l'eau. Et la garantie ultime, c'est d'attendre de recevoir la convention par l'agence de l'eau. Mais on ne bloque pas les projets. C'est vrai que on a, dès lors que vous avez déposé votre dossier, vous pouvez engager les travaux et c'est ça, c'est quand même, ça donne beaucoup, beaucoup de souplesse. Oui. Bah, écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la prochaine intervention. Merci beaucoup. Petite conclusion, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Johan, qui est ici présent, pour lui demander des informations et à solliciter les aides de l'Agence de l'eau qui peuvent vraiment faire la différence dans tous vos projets de végétalisation, désimperméabilisation, etc. Donc voilà, c'est un acteur très important dans l'adaptation au changement climatique, puisqu'il permet de financer des solutions très variées et qui répondent vraiment aux enjeux d'adaptation du territoire en termes de désimperméabilisation, îlots de chaleur, etc. Végétalisation, tout ça. Merci beaucoup Didier et merci Johan. Euh, Merci. je vais passer maintenant la parole à Daniel et Gladys. Je vous laisse partager votre écran. Il y a un sujet de micro. D- Daniel, on t'entend pas. Hop, pardon, classique mais pas démodé. Je disais, je vais présenter les aides de la région Île-de-France, pardon, avec ma collègue Gladys. Donc moi côté direction de l'environnement et Gladys côté plutôt direction des entreprises. Donc rapidement pour vous dire que l'action régionale s'inscrit dans le cadre d'un plan régional d'adaptation au changement climatique qu'on a adopté il y a maintenant 2 ans. Et qui notamment comprend tout un diagnostic de vulnérabilité du territoire francilien au changement climatique, qui a été réalisé notamment sur la base des cartographies et des données de l'Institut Paris Région et d'un GIEC régional, donc le grec francilien. Donc on disait en début de session, connaître un petit peu les vulnérabilités, les outils du territoire. C'est notamment un des objets de ce document, c'est de donner à voir un peu le futur de l'Île-de-France vis-à-vis du changement climatique. Concrètement, ce plan régional d'adaptation, c'est à la fois des aides financières au développement de solutions fondées sur la nature, principalement à destination des collectivités, mais pas que, typiquement pour développer des îlots de fraîcheur, des imperméabilisations, végétalisation des cours d'école, espaces publics, renaturation de cours d'eau, mais aussi accompagner la transition des secteurs agricoles et forestiers, l'adaptation des transports, du réseau de transport francilien. C'est aussi des études et donner à voir, enfin, donner de la connaissance aux acteurs franciliens sur les impacts du changement climatique et les solutions. On a par exemple publié cette année une cartographie des abris climatiques
ou en gros qui peuvent servir de refuge en cas d'épisode de canicule. C'est aussi un travail sur l'aménagement du territoire à travers le SDRIFE, donc schéma d'aménagement régional. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, et donc les aides aux entreprises, côté direction de l'environnement, je vais vous en présenter une, mais pour vous donner un petit peu le cadre général de comment ça se passe chez nous, le dépôt de dossier, somme toute, c'est assez similaire à à l'agence de l'eau. Donc on a un règlement d'intervention qui définit tout ça, qui est précisé par un cahier des charges qui détaille un petit peu toutes les préconisations techniques, donc vous aurez tous les liens. Et il faut aussi compter un bon minimum de 2 à 3 mois entre un dépôt de dossier et un passage en commission permanente. Sachant qu'on encourage aussi évidemment à prendre contact avec les services techniques en amont pour ficeler le dossier. Les démarrages anticipés sont possibles mais non garantis, c'est-à-dire que normalement le début des travaux ne peut se faire que au vote de la commission permanente. Il est possible de faire un courrier de demande de dérogation sans que cela ne vaille autorisation de. Côté direction de l'environnement, nous, on porte une aide auquel les TPE, PME sont éligibles. C'est celle de la création de toitures végétalisées sur bâti existant. On parle là de projets de création de toitures végétalisées qui sont intensives ou semi-intensives, donc minimum une hauteur de substrat de 15 cm. Et c'est des projets qu'on peut accompagner jusqu'à la moitié de leurs dépenses éligibles. Jusqu'à 250 000 euros pour les travaux en eux-mêmes et puis 30 000 euros pour des études de faisabilité. Rapidement, donc on encourage plutôt des projets qui soient favorables à la biodiversité, donc avec des espèces végétales et locales adaptées, un substrat varié, qui soit autonome en arrosage et avec une gestion sobre des ressources. Et ce qu'on va venir financer, c'est végétalisation, donc toiture et façade, aussi les travaux enfin, des éléments porteurs, etc., en plus enfin, la végétalisation en elle-même. On encourage fortement les porteurs de projets à se baser sur les préconisations de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc, on a mis le lien vers un guide, enfin, voilà. La qualité des projets est essentielle, en tout cas, dans leur instruction. Je vais pas détailler toutes les préconisations, mais c'est ici surtout pour vous remettre les liens voilà, pour la construction du projet. Et encore une fois, c'est important de contacter les services techniques en amont pour bien cadrer le projet et s'assurer de son éligibilité. Et je vais passer du coup la parole à Gladys sur les aides aux entreprises côté direction des entreprises. Oui. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais commencer par vous présenter un dispositif qui s'appelle InnovUp Expérimentation Transition écologique des territoires. Alors, on peut passer au slide suivant, merci. L'idée, en fait, de ce dispositif, hein, c'est de pouvoir effectivement faciliter la connexion entre offreurs de solutions innovantes au service de la transition écologique, dont thématique d'adaptation, et des terrains, des territoires, acteurs publics locaux qui recherchent effectivement, qui sont donc partants pour expérimenter et qui voilà, souhaitent être mis en relation avec des solutions innovantes. Alors effectivement, ce dispositif, il adresse la transition écologique dans son ensemble, mais aussi la thématique de l'adaptation. Donc voilà, c'est vraiment fait, on va dire, pour vous, si vous êtes offreur de solutions. Du coup, on peut passer au slide suivant, merci. Et donc, comme je le disais, les terrains sont potentiellement donc, des acteurs publics locaux, donc des collectivités territoriales, communes et leurs groupements, départements, régions. Donc, il faut impérativement que ça soit en Île-de-France, hein, en revanche. Ça peut également être des sociétés d'aménagement, des syndicats mixtes ou même des entreprises privées dans une logique de délégation de services publics, donc, enfin, en tout cas en lien avec une collectivité.
Donc, les offreurs de solutions, la caractéristique, c'est en fait d'être une TPE, PME, voire même une ETI, d'avoir effectivement donc d'être une entreprise au sens européen. Donc, s'il y a des associations, il faut qu'il y ait un caractère économique pour être qualifié d'entreprise. Donc, basé en Île-de-France, il faut qu'il y ait au moins un établissement sur le territoire francilien, que les activités de R&D se réalisent sur le territoire francilien, que l'entreprise ne soit pas en difficulté en N-1, qu'elle soit voilà, immatriculée. Et voilà, qu'on soit bien dans un périmètre, ouais, il ne faut pas de grand groupe, donc on est sur un périmètre au niveau groupe au sens européen. Voilà, merci. Alors, par rapport à ce dispositif, effectivement, donc il y a un dispositif régional, donc aussi avec enfin, région BPI France, donc ça je ne l'ai pas encore dit, mais le dépôt des dossiers se fait sur la plateforme régionale et voilà, c'est une instruction et un cofinancement région BPI France. Alors, donc il y a l'obligation en fait de déployer un terrain d'expérimentation. Un terrain d'expérimentation, c'est donc soit en fait une infrastructure, soit une communauté d'usagers, un jeu de données, un équipement public. Donc en tout cas, c'est on va dire un échantillon, enfin quelque chose qui permet en tout cas d'expérimenter la solution. Donc côté terrain, donc acteur public local, il faut quand même prévoir. Donc l'expérimentation est gratuite. Vous n'avez pas de contribution financière à verser à l'entreprise, c'est même une condition, c'est obligatoire qu'il n'y ait pas de lien financier. En revanche, il faut pouvoir avoir un petit peu de temps de, voilà, tout simplement de suivi de projet et puis ben, justement mettre à disposition cette ressource qu'est le terrain d'expérimentation. Voilà. On peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. Et du coup, en termes de cadre, donc en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir jusqu'à 3 terrains d'expérimentation pour tester éventuellement des cas d'usage un peu différents, des éléments différents. On est sur un dispositif, donc l'idée c'est de pouvoir tester sur un temps quand même qui permet d'avoir un retour d'expérience, donc de 6 à 18 mois. Et voilà, comme dit, le terrain doit forcément donner gratuitement, gracieusement accès aux ressources. Alors voilà, on en vient effectivement à l'aspect vraiment financement du projet d'expérimentation. Donc il faut savoir que cette aide, elle s'inscrit dans le cadre des aides à l'innovation de la région Île-de-France. Donc c'est le fondement réglementaire hein, du RDI européen. Donc on va un peu au maximum en termes de taux d'intensité de ce qu'on peut faire pour aider les projets d'expérimentation. Donc, comme vous le voyez, pour des entreprises jusqu'à 50 salariés, ça va être un taux de 45% qui sera appliqué pour de l'assiette des dépenses éligibles et qui sera du coup versé sous forme de subvention. Donc, pour les projets hein, qui vont jusqu'à 500 000 euros d'assiette. Après, comme vous pouvez le voir, pour les projets un petit peu plus importants, il y a un mix entre de la subvention et de l'avance récupérable ou du prêt innovation. Voilà. En termes justement de dépenses, on reste sur un projet donc d'innovation. Alors du coup, il faut pouvoir, hein, comme dans tout projet d'innovation, démontrer le caractère innovant. Ça reste l'un des principaux critères d'appréciation et de qualification dans le cadre de l'instruction. Et donc, du coup, les dépenses éligibles en tant que telles, ça va être ben, des frais de personnel. Donc ça peut être du temps homme en interne dédié à développer le prototype, développer l'expérimentation, puisque bien sûr, hein, dans le cadre effectivement de la confrontation avec ce cas d'usage en conditions réelles, il va y avoir des modifications du proto, voilà. Et donc tout ce temps dédié ben, peaufiner, améliorer le prototype, développer votre projet, votre innovation, bah, ça peut complètement faire partie des dépenses éligibles. Donc, comme autre dépense éligible du projet de R&D, il y a éventuellement des prestations externes liées voilà, au projet. Donc, pourquoi pas des prestations de propriété intellectuelle, de conseil, voilà. Il peut y avoir également des prestations techniques avec des laboratoires, d'autres entreprises. Il faut juste que ça excède pas 49% des frais totaux parce que des coûts liés, ouais, parce qu'il faut quand même que on veut subventionner l'entreprise évidemment qui porte le plus de la valeur ajoutée de ce qu'elle propose. Donc voilà, il y a quand même cet effet-là. Donc juste sur la sous-traitance, il y a une petite limite, mais c'est auto-autorisé dans une certaine mesure. Et aussi, en dépenses éligibles, on a l'amortissement du matériel et des investissements engagés pendant la durée du programme, donc pour mettre en œuvre effectivement le programme.
Voilà. Et enfin, pour tout ce qui va être effectivement, enfin, on préconise, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement préconisé de mettre en place enfin, de prévoir une prestation d'évaluation de l'expérimentation, aussi bien pour l'entreprise que pour le terrain. C'est intéressant d'avoir un évaluateur externe qui va pouvoir un petit peu, voilà, objectiver, faire des précaux sur, bah, voilà, sur ce que l'XP apporte, quelles peuvent être les suites, etc. Merci. Alors voilà, vous découvrez ici, en fait, il y a un mini-site dédié au programme. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, vous découvrez là sur les bandeaux enfin, les autres partenaires. Donc j'ai cité BPI France. C'est un programme sur lequel on travaille aussi avec donc le pôle de compétitivité Cap Digital, avec un autre partenaire régional qui est la Fondation Solar Impulse, et également avec une association régionale qui est Construire au futur, habiter le futur. L'action en fait de ces trois partenaires qui sont actifs sur la ville durable, ça va être de pouvoir en fait connecter à la fin, à la fois recueillir avec nous donc les besoins des terrains d'expérimentation et les marques d'intérêt des offreurs de solutions et de pouvoir en fait les connecter, faire se rencontrer les besoins et les propositions, voilà, faire ce matching-là. Donc c'est pourquoi on a un mini-site dédié au programme, en plus de la page des aides régionales, sur lequel vous pouvez en fait à tout moment manifester votre intérêt, soit en tant qu'offreur de solutions, soit en tant que terrain potentiel. Et du coup, voilà, ça vous permet d'être dans la base et on essaye de vous proposer régulièrement des mises en relation en fonction de ce qu'on reçoit. Voilà, vous découvrez donc là aussi tous les contacts, donc à la fois des partenaires et de nous côté région, et les liens vers les formulaires directement. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais passer aussi en complément à la présentation de trois aides sous forme de subventions également. Donc voilà, que propose la région, qui peuvent aussi vous intéresser dans une approche complémentaire. Donc je vais commencer par InnovUp. InnovUp, donc c'est en fait le soutien à vos projets d'innovation de façon générale. Avant, on était vraiment sur la brique expérimentation, sur une cible particulière qui sont les acteurs publics locaux. Là, voilà, c'est InnovUp, c'est pour vos projets d'innovation, que ça soit par exemple une étude de faisabilité au tout début, ou vraiment le développement du prototype, ou aussi l'expérimentation, mais pas forcément avec un acteur local, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à penser à cet outil. On reste sur les taux évoqués précédemment. Donc c'est quand même très intéressant. Il faut toujours penser en fait, avoir cette logique de pouvoir déposer le dossier avant d'engager les dépenses pour respecter l'incitativité. Et ensuite, voilà, pouvoir bien décrire le projet, y associer une liste des coûts éligibles, qui sont les mêmes hein, que ce qu'on a vu avant, temps homme, prestat externe, amortissement des investissements, etc. Et donc, on peut aller, vous voyez, ça peut concerner des montants d'aide, voilà, avec l'avance récupérable jusqu'à 3 millions d'euros. Merci. Et enfin, pour les entreprises, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu plus, voilà, dans une phase de développement un petit peu plus mature, qui avaient déjà lancé un produit commercialement, qui avaient déjà du chiffre d'affaires et qui avaient, on va dire, franchi l'étape en fait de la commercialisation et être plutôt dans une phase de grandir, se structurer. La région Île-de-France propose également des aides justement à ces stratégies de développement, de croissance pour accompagner la croissance de ces PME. Donc, pour les entreprises de jusqu'à 10 salariés, on a l'aide TPUP sous forme de subvention qui vient soutenir des aides à l'investissement, jusqu'à 30% des factures d'investissement, des aides effectivement au conseil stratégique, à l'international, au recrutement sur des fonctions liées à la RSE également. Voilà, donc ce sont des aides sous forme de subventions qui sont octroyées sur présentation des factures. Donc ça ne répond pas directement à un besoin de trésorerie, mais en revanche, ça vient quand même, voilà, quand même pouvoir voilà, soulager un plan de trésorerie pour financer une croissance et un développement. Et voilà, ce qu'il faut pouvoir présenter dans le projet, c'est sur TPUP, c'est un plan de développement sur 18 mois. En fait, donc pouvoir se projeter sur 18 mois, décrire une stratégie vraiment sur 18 mois et des coûts associés.
et également sur PME. Donc c'est un petit peu plus important en termes d'aide, puisque la cible, c'est vraiment les PME, donc entre 5 et 250 salariés. Et là, c'est la même logique, sauf qu'on demande une projection sur 3 ans. Donc, il faut se projeter effectivement sur 3 ans en termes de recrutement. Là, tous les recrutements, enfin, je veux dire pas que sur la fonction RSE, mais les recrutements structurants sont éligibles. Donc, structurant, ça veut dire par exemple un responsable production, un responsable commercial, etc. Donc dès lors que, voilà, juste rattaché à la direction, c'est des aides, enfin, ce sont des postes qui peuvent être subventionnés jusqu'à 25 000 euros dans un maximum de 3 postes. Des aides également pour tout ce qui va être salon, à l'international, conseil stratégique, quel que soit le domaine. Et également propriété intellectuelle également, et investissement de 10 à 20% en fonction des tailles d'entreprise. Donc voilà, c'est également une aide voilà, que vous pouvez vraiment solliciter sans hésiter. On fait des webinaires tous les mois si vous consultez la page des aides. Donc là, je vous ai donné un premier niveau d'information. Si vous voulez beaucoup plus de détails, on fait des webinaires tous les mois. Je reste aussi à votre disposition. En tout cas, n'hésitez pas à solliciter ces aides pour soutenir vos stratégies de croissance. Merci beaucoup, Gladys. Oui, du coup, il y avait les contacts qui s'affichaient, mais on les enverra aussi via les slides. On avait une question sur Innovap Expérimentation. Est-ce que les bailleurs sont éligibles? Euh, Oui, tout à fait. Effectivement, dans l'idée, voilà, c'est acteurs publics locaux au sens large, donc les bailleurs sont tout à fait éligibles comme terrain d'expérimentation. ok, super. Bah, merci beaucoup. Est-ce que si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Sinon, je vais vous proposer de clôturer ce webinaire, mais je laisse encore un tout petit peu de temps. En tout cas, je voulais remercier vraiment les intervenants Didier, Johan, Gladys, Daniel et François qui nous a quittés un peu plus tôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter, de rappeler les démarches et de pouvoir aussi vous identifier. C'est hyper intéressant pour les personnes qui étaient autour de la table virtuelle. On va mettre à disposition donc un replay aussi de ce webinaire sur notre chaîne YouTube qu'on vous enverra aussi et qui sera dispo aussi sur le site adaptaville.fr. Et nous, ensuite, on va essayer de faire un petit travail de recensement pour publier les fiches aides financières sur ce qui a été présenté aujourd'hui pour que vous puissiez un peu retrouver l'essentiel de toutes ces aides sur le site Adaptaville. N'hésitez pas à nous suivre, à contacter ces interlocuteurs et à solliciter ces aides qui existent et qui peuvent vraiment permettre de faire avancer un petit peu l'adaptation sur le territoire. Et si vous êtes une jeune entreprise de l'adaptation, à pouvoir aussi grandir et rester viable dans votre business model. Bah, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci Justine, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir.